Les chemins de la verticalité. Nous allons prendre comme thème aujourd'hui le théâtre art total. Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai été acteur pendant 7 ans, dans les années 60, et donc 4 ans au Théâtre du Soleil, c'est-à-dire avec Ariane Mouchkine, qui m'avait donné à cette époque-là les premiers rôles. Ce fut mon expérience avant de partir en Inde en 1969. Et pendant cette période de théâtre, j'ai eu la chance de rencontrer en Belgique un homme assez étonnant, un révolutionnaire du théâtre, qui s'appelait Jerzy Grotowski, qui à présent est décédé il y a quelques années. Et son spectacle qui s'intitulait Le Prince Constant à l'époque, ça avait été fabuleux, ça avait été une révélation pour moi. Et j'avais été complètement marqué par ce théâtre, par cet homme. J'ai failli même aller dans son théâtre laboratoire en Pologne, mais ça ne s'est pas fait pour des tas de raisons. Et quand je suis parti en Inde en 69, je me trouvais à Pondichéry, où j'avais pu rencontrer la mère de Sri Aurobindo, et on m'a dit, à ce moment-là, que Grotowski était venu rencontrer la mère également. Donc voilà, finalement, nous étions sur le même chemin, en recherche de cette verticalité, et j'ai su quelques années bien après, longtemps après, au moment de sa mort, que ses cendres avaient été dispersées dans la montagne sacrée, la colline sacrée d'Arunachala, c'est-à-dire cette colline dont faisait beaucoup cas Ramana Maharshi, et que moi-même j'avais pu grimper jusqu'au sommet à cette époque-là. Finalement, bien que nous soyons très peu rencontrés, nos chemins ont été un peu, bien que parallèles, ont été convergents finalement, quelque part. Et j'ai pu rencontrer en Inde certains spécialistes du théâtre, notamment du théâtre classique indien, le Kathakali, le Kodiyatam, tout ça. J'ai rencontré des experts de ces arts traditionnels dans le Kerala et qui m'avaient parlé de leur rencontre avec Jerzy Grotowski, donc qui était venu les voir. Voilà comment l'évolution théâtrale s'est passée pour moi. Et bien entendu, avant de connaître et le théâtre d'Ariane Mouchkine, dont je participais, et Grotowski et tout ça, bien entendu, au départ, j'avais 21, 22 ans, je ne sais plus exactement. Et évidemment, la grande découverte pour moi avait été Antonin Artaud. Antonin Artaud était un révolutionnaire du théâtre fabuleux, et il avait écrit son fameux livre qui s'appelle « Le théâtre et son double ». Et dedans, à l'intérieur de cet ouvrage, j'avais remarqué qu'il faisait énormément référence à René Guénon, les états multiples de l'être. Et ça m'avait impressionné. Donc à ce moment-là, à cette époque-là, nous étions proches de ce qu'on a appelé le happening, etc. Et Artaud était vraiment le précurseur de cet art théâtral, cet art du corps, qu'il préconisait, évidemment, et qui n'était plus un théâtre figé à l'ancienne, où les vieux acteurs s'exprimaient de façon tout à fait classique. Voilà, et tout ça était tout un cheminement de ce théâtre extraordinaire, où j'avais pu connaître, entre autres, à ce moment-là, le Living Theatre, le Bread and Puppet, et le Living Theatre avait fait fureur, notamment au Festival d'Avignon, à cette époque-là.
et c'était assez fabuleux. Mais il faut dire que le personnage réel qui m'a vraiment marqué le plus, c'était Grotowski. Voilà ce début au théâtre. Et bien entendu, j'ai découvert donc aussi, m'intéressant énormément au cinéma, etc. à cette époque-là, j'ai pu découvrir des acteurs fabuleux, notamment un acteur français qui malheureusement est mort assez tôt, à l'âge de 43-44 ans, pendant la guerre, et qui joue dans ce fameux film de Marcel Carné. Et cet acteur s'appelait Louis Salou. Il a un rôle relativement important dans le film, mais pas aussi important que Marcel Héran, bien Jean-Louis Barrault ou Arletty. Mais c'était un acteur fabuleux, malheureusement, qui n'a pas eu le temps de se faire vraiment connaître, qui a tourné quelques films. Et cet acteur, Louis Salou, a été vraiment, à mon avis, c'était le plus grand acteur français de l'époque, mais dont on a parlé très peu parce qu'il n'a pas eu le temps vraiment de s'épanouir complètement, quoi. Et un deuxième acteur qui m'avait évidemment marqué énormément des années 50, ce fut Marlon Brando. Marlon Brando, c'était un cas particulier. Lorsqu'il est arrivé, le jeu de l'acteur a été chamboulé entièrement, et la façon de filmer également. Donc il suffit de voir des films comme Un tramway nommé Désir, Sur les quais, Jules César, etc. Et voilà un acteur qui a tout transformé du jeu de l'acteur. C'était un génie. Et qui a fait bien entendu beaucoup d'émules, et surtout beaucoup de clones. Notamment Paul Newman, James Dean, et bien Robert De Niro, et bien d'autres. Voilà, et c'est la personne qui a réformé vraiment même la façon de filmer au cinéma, et c'est très important. Et ce qui était intéressant dans le jeu qu'on observe dans le jeu de Marlon Brando, bien sûr, et qui ensuite est revenu par la suite avec le film Le Parrain, et qui est toujours un best-seller dans les années 70, mais qui est toujours un best-seller, c'est que sa façon de jouer n'impliquait aucune émotion. Et en général, les acteurs à cette époque-là pleuraient, se trémoussaient, etc. Et quand on observe Brando, c'est que l'émotion n'apparaît jamais. C'est toujours intérieur. Et donc, il a chassé ce qu'appellerait Gurdjieff le centre émotionnel. Et d'où il tirait sa force naturellement. Et c'est là où il était vraiment naturellement un génie. C'est qu'il avait compris cette chose-là. Et donc, il n'était pas dans l'émotionnel. Et c'était un jeu extrêmement tenu et extrêmement intérieur. Donc je pense que les gens qui s'intéressent, et notamment Louis Salou, c'était un peu la même chose. Je pense que les gens qui s'intéressent, disons, aux recherches intérieures et spirituelles, etc., devraient prendre exemple sur ces gens-là, parce qu'ils avaient compris beaucoup de choses. Voilà, déjà ce que l'on peut dire. Le théâtre art total signifie que tout est dans la mise en scène. Tout se passe sur le plateau. C'est un théâtre Le théâtre, c'est un instant présent. Et donc, effectivement, il regroupe aussi tous les autres arts, c'est-à-dire que ce soit l'architecture, il peut regrouper la peinture, il peut regrouper la musique également. Et c'est pour ça que c'est un art vraiment total. Il rassemble tous les autres arts. Et ce qui est important au théâtre, c'est que il n'y a que l'instant présent, finalement. Et on s'aperçoit, quand un acteur joue, ou quand une pièce se joue, que tout se passe au moment où on observe cette pièce, que ce soit une tragédie ou une comédie. Tout est présent. Et ce qui est très important, c'est que l'acteur, qui connaît d'avance son rôle, tout acteur connaît normalement d'avance son rôle, et il connaît la fin de son rôle. Et pourtant, il a un plaisir immense
à monter sur scène, bien que connaissant le début et la fin. Et tous les soirs, il va être extrêmement joyeux de pouvoir jouer son rôle, et en même temps atteindre cet état particulier que seuls les acteurs peuvent avoir. C'est un état extrêmement particulier que ceux qui n'ont jamais fait théâtre ne peuvent pas tout à fait comprendre. C'est un état de présence totale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces acteurs-là montent sur scène avec grand plaisir, alors qu'ils connaissent le début et la fin. Alors que nous, dans notre vie journalière, ordinaire, notre vie de tous les jours, nous connaissons pas la fin. Nous ne savons même pas comment les choses vont débuter. Et nous sommes déjà installés dans l'ennui. Alors qu'un acteur ne s'ennuie jamais, bien qu'il connaisse tout. Il connaît tout, il connaît son rôle, il connaît le rôle de tout le monde. Et il est extrêmement présent. Et nous qui sommes dans le mystère du futur, malgré ça, nous ne sommes jamais présents, nous sommes absents tout le temps. C'est ça le paradoxe. D'où le paradoxe du comédien de Diderot. Ça, c'est très important. Et c'est ça le grand mystère du théâtre, c'est que ça nous apprend cet instant présent, et donc la personnalité de l'acteur se fait jour pleinement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'acteur joue, effectivement. S'il joue par exemple le rôle d'Othello, de Shakespeare, et qu'il a affaire à Desdémone, il va tuer Desdémone sur le plateau. Mais en réalité, il ne la tue pas vraiment. Et pourtant, il y croit. Et les spectateurs, qui eux sont assis sur leur fauteuil, sont persuadés qu'il est en train de tuer Desdémone, alors que ce n'est pas réel. Donc on voit bien que c'est fictif, et c'est ça qui est fabuleux. Alors que dans la vie ordinaire, on est prêt à tuer n'importe qui, même par amour, etc. Hein? Et malheureusement, c'est le drame. Si un acteur tuait sa partenaire Desdémone, alors la pièce s'arrête. C'est un happening qui s'arrête. Et il ne pourrait plus y avoir de prochains spectacles, disons, de prochaines représentations. Mais un acteur est très lucide. Il fait croire qu'il va tuer Desdémone, et les spectateurs marchent. C'est comme un film, on marche, et pourtant ce n'est pas vrai. Et ce qui est fabuleux aussi également chez un acteur, c'est que quand il est sur scène, la chose paraît tout à fait réelle. Il prend son personnage vraiment au pied de la lettre, et quand il sort de scène, il n'est plus ce personnage. Ou alors il est fou. Mais normalement, il ne doit pas l'être. Et donc il sort tout à fait libre du rôle qu'il a joué. Tandis que nous, dans notre vie ordinaire, nous ne sommes jamais libres de nos rôles. Nous sommes possédés par nos rôles, et c'est pour ça que je disais, nous pouvons tuer par amour. Ce qui est un paradoxe total. D'accord ? Tandis qu'un acteur, il est libre, il sort. Et pourquoi ? Parce que chez l'acteur, il y a deux choses. Il y a le masque, et il y a l'identité profonde. Et l'acteur sait très bien que cette identité profonde, il ne la confond pas avec le rôle et avec le masque. Mais il prend le masque. Mais nous, dans notre vie, nous faisons la confusion entre le masque et cette identité profonde, et en général, nous nous prenons pour le masque. Vous voyez ? Et donc, personnalité, persona vient du latin, qui veut dire masque finalement. Et nous pouvons vexer les gens parce que les gens se sont pris dans leur masque. Mais dans cette personnalité qui n'est pas forcément eux. Mais il y a une confusion totale. Donc, c'est ça la grande différence et la grande leçon de l'acteur. Logiquement, je ne dis pas que tous les acteurs sont comme ça, ils ne sont pas forcément conscients de ça. Moi, je parle d'un certain théâtre, n'est-ce pas ? Le théâtre total, le théâtre absolu. Alors, c'est une grande leçon, parce que jamais l'acteur ne se prend pour le rôle. Il y a une différence. Donc, il y a le moi intime, et il y a le masque qu'il prend, et qu'il joue à fond. Et quand il sort de scène, il abandonne ce masque, et il reprend son moi intime. Vous comprenez ? Et c'est ça l'importance c'est pourquoi le théâtre est une leçon extraordinaire,
je parle de l'acteur, du jeu de l'acteur, et qui peut amener à une compréhension de beaucoup de choses, et notamment surtout dans notre vie. C'est pourquoi je dis toujours que tout le monde, dès son jeune âge, devrait au moins faire quelques cours de théâtre. Ça serait important pour tout le monde. Ça devrait être presque obligatoire, d'une certaine manière. Mais bon, ce n'est pas ce qui se fait, et en général, les jeunes vont dans les écoles de théâtre pour devenir par la suite des stars, des machins, des trucs comme ça. Mais pas pour apprendre ce dont je viens de parler. Ce qui est dommage, parce que là, ce serait une grande leçon. Et donc, voilà, ça c'est la grande leçon du théâtre dit total. Une chose est extrêmement importante concernant le théâtre. Une pièce se joue effectivement sur une scène. Avant que le spectacle ne commence, la scène est vide. Et quand le spectacle se termine, la scène est à nouveau vide. En réalité, le théâtre, c'est une scène vide. Et effectivement, il y a le spectateur qui va se retrouver au début et à la fin du spectacle face à une scène vide. Et c'est là où tout va se jouer sur cette scène, d'où ce rapport aussi avec l'épopée indienne, le Mahabharata, qui signifie le grand théâtre, et que l'on retrouve dans la Bhagavad Gita, quand Krishna s'adresse à Arjuna et lui dit « Va au combat ». Pourquoi lui dit-il « Va au combat » ? Parce qu'en réalité, Krishna sait, bien que Arjuna doit affronter ses cousins, qu'il n'y a personne. Et le théâtre est la représentation exacte de ce vide. Donc la scène théâtrale est vide, et le spectateur se retrouve face à ce vide. Et là se pose la question de savoir qui est ce spectateur ? Que voit-il ? Et il se retrouve face à lui-même, face à ce vide. Et la grande question se pose, d'où, effectivement, on peut parler de voie, la via negativa, qui est la véritable voie, qui est la seule voie de la recherche intérieure. La seule voie, ce n'est pas le développement personnel, d'avoir plus, encore plus et encore plus, c'est au contraire comme un oignon, enlever toutes les peaux, et il ne reste à un moment donné plus rien, et on se trouve face à ce vide. Et la grande question se pose à ce moment-là, ce vide, qu'est-il ? Est-il un plein ? Est-il un vide ? À chacun de répondre. Et c'est là la grande leçon du théâtre. Avant le spectacle, la scène est vide. Après le spectacle, la scène est vide à nouveau. Et c'est exactement la représentation de notre vie ordinaire. Nous naissons, nous mourons, et tout disparaît. Il ne reste rien. Rien de la personnalité, rien de cet individu qui s'est divisé en multiples. Il a été loin de ce que l'on peut appeler l'individu, qui est indivise. Mais au contraire, nous avons affaire à des faces multiples, plus que divisées. D'où les grands problèmes que nous voyons dans la vie ordinaire, dans la représentation du monde, et il suffit de regarder les hommes politiques pour comprendre de quoi il s'agit. Chacun se prend pour tel rôle, tel masque, etc. D'où tous les antagonismes entre individus, et notamment les guerres, etc., etc. Il s'agit toujours du moi ordinaire, et nous ne voyons pas que finalement nous sommes toujours en train de jouer, et qu'on ne sait pas que l'on joue. Et on se prend pour le personnage, et comme disait Jean-Paul Sartre, voyez-vous, ce serviteur au café de Flore ou ailleurs, il se prend pour un serveur. Voilà.
Et le problème, il est là. Et donc, si on vexe le serveur, il va s'énerver. Voilà. De mes 16 années passées au théâtre, même si j'avais les rôles principaux, je restais dans une certaine frustration. Et j'avais l'impression que, non seulement, de façon générale, on me mentait, ce qu'on me montrait, pour moi, n'était pas la vérité, et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai voulu tout abandonner et rechercher en Inde ce que, intuitivement, je cherchais. Je cherchais autre chose, une autre explication du monde, celle que je connaissais et qu'on me montrait surtout, ne me satisfaisait pas du tout. C'est la raison pour laquelle je suis allé en Inde, où j'ai pu rencontrer de nombreux sages, etc., la mère de Sri Aurobindo, Punja, beaucoup d'autres, avec qui j'ai pu travailler, etc. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu rencontrer les arts traditionnels indiens, notamment, non seulement le Kathakali, le Kodiyattam, mais également le Kalaripayat, qui est l'art martial traditionnel indien, et qui est sans doute la source de tous les arts martiaux, qu'ils soient chinois ou japonais. Tout le monde sait que Bodhidharma est venu en Inde au 8e siècle, je crois, et a ramené une partie du travail du Kalaripayat, et qui est devenu le Kung Fu, etc., dans le temple de Shaolin. Bien. Et notamment le Chan, ce qu'on appelle le Chan. Chan veut dire la même chose qu'en Inde, Dhyana, et qui est devenu au Japon le Zen. Mais tout ça est à la même source. Donc on voit bien que l'Inde est le dernier bastion, la source de toute cette tradition qui est encore vivante. Bien sûr, petit à petit ça change. L'évolution fait que, évidemment, il s'occidentalise énormément, mais cette tradition est toujours là, et c'est un peu reste le berceau de l'humanité à ce niveau-là. D'où tout le travail des gens comme René Guénon sur la tradition hindoue, l'Advaita Vedanta, etc. Donc ce fut la raison pour laquelle je quittais tout pour aller rechercher ce que je cherchais en Inde. Et donc voilà, et je me suis aperçu que d'autres personnes, comme Grotowski, etc., s'y étaient intéressées également énormément. Donc voilà la raison de mon départ en Inde. Et bien sûr, je suis allé de nombreuses fois en Inde, j'ai rencontré beaucoup de monde, et tout ça, évidemment, forme, en bien comme en mal, un individu. Ce qui est extrêmement important également, c'est qu'on s'aperçoit, en tous les cas dans la recherche, des arts traditionnels, que ce soit dans le théâtre, le Kathakali, etc., que tous les acteurs dans ces arts-là portent des masques. Et même dans nos japonais, un théâtre traditionnel fabuleux, évidemment l'acteur a un masque également. Et que tous ces arts traditionnels du théâtre, tous les acteurs, même les Grecs finalement, portaient des masques. Et ça c'est très important. Et nous devons prendre conscience de ces masques, de ces différents masques, et c'est ça l'acteur qui peut changer de masque, etc., mais qui ne se prend jamais pour ce masque. Et ce qu'on peut apprendre, ce que j'ai appris en tous les cas, c'est que dans ma vie ordinaire, c'est qu'effectivement, petit à petit, les masques tombent, et on peut voir quel rôle joue telle ou telle personne, etc. On peut voir tous ces masques-là. Et en ce qui me concerne, effectivement,
je me suis aperçu que j'étais plein de différents masques et que je n'arrive pas à percer ce qui était l'essence de moi-même. Qu'est-ce qu'il y avait derrière tous ces masques? Quelle est cette chose dont parlait notamment Ramana Maharshi, l'ashram où je me suis trouvé plusieurs fois, de ce moi intérieur, ou ce qu'on appelle communément le soi. Et ce soi est toujours derrière ces masques-là, et ce soi, c'est moi-même, mais en profondeur. C'est moi-même, pas quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, que ce soit dans le soufisme ou dans les traditions de l'Advaita Vedanta, moi égale Dieu. C'est ce qu'il dit en permanence. Moi égale Dieu. C'est ça. Et c'est ce qu'on arrive à trouver à un moment donné, et ce que l'on est véritablement. Alors, c'est très difficile à accepter pour beaucoup de monde, cette idée-là, mais il faut bien la comprendre. Ce Dieu dont je parle est un Dieu intérieur, mais qui en vérité est moi-même. Et ce Dieu intérieur qui est moi-même est l'infini absolu. C'est-à-dire que c'est énorme, c'est un infini, c'est cet infini et moi. Donc, effectivement, quand on a perçu cette chose-là, ce qu'on peut appeler communément l'éveil, ou je ne sais pas, ou d'autres termes, peu importe, effectivement, les peurs disparaissent. Les peurs n'étaient que des masques, que des jeux d'acteurs, mais il n'y a plus de peur. Et on est sorti de tous ces masques, et bien sûr, on peut les prendre dans telle ou telle situation. Suivant les situations, nous pouvons prendre tel ou tel masque. Mais en général, une personne finit sa vie avec un seul masque. Mais si je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, garçon de café, je me prends pour un garçon de café et je finis avec le masque de garçon de café. Et notre objectif n'est pas là. Je peux jouer le garçon de café, pas de problème. Je peux jouer le ministre machin, pas de problème. Mais je ne suis pas ça. D'où l'intérêt. Et à ce moment-là, je me suis aperçu également que cette chose qui était en moi était là de façon permanente, peu importe dans quelle situation j'étais, où je me trouvais. Et ces choses-là sont apparues, notamment en Inde, où parfois je me trouvais dans certains endroits, et je me posais la question, en me retrouvant dans ces mêmes endroits, quelque temps plus tard, mais alors, je n'ai pas bougé finalement. Et effectivement, intérieur, je n'ai pas bougé. Moi, c'était toujours bien moi. Voilà. Alors la question qui pourrait être posée au final, a-t-on besoin de se déplacer, d'aller en Inde ou ailleurs, de chercher? Alors pour certains oui, pour certains non. Dans mon cas, c'était oui. Donc il m'a fallu, tel un baroudeur, faire toutes mes expériences. Et il est important, à un moment donné, dans ces expériences, d'acquérir une peau de sanglier afin d'affronter toutes les situations. Et peut-être que c'est aussi tout cet affrontement, ces expériences qui ont fait que, à un moment donné, j'ai pu peut-être me trouver moi-même. Donc l'intérêt de ces expériences est uniquement là, c'est-à-dire de pouvoir être capable d'affronter toutes les situations de façon forte. Et si je peux me dire, c'est que finalement ce sont aussi toutes ces expériences qui nous amènent à cette conclusion et à ce final, quelque part. Ce final de soi-même, de moi égale Dieu.